en direct à Une nouvelle LCN. inquiétante dans cette hausse de l'inflation en lien beaucoup avec le prix de l'essence et les intérêts hypothécaires. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes. Emmanuel, Paul et Mario qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Alors, il y en a à Ottawa qui ont leur explication. Un extrait de la période de questions cet après-midi. Ce gouvernement et sa coalition avec le Bloc veut radicalement augmenter le coût de la vie des Canadiens. Ça coûte cher de voter Bloc. Vos taxes sur l'essence seront gonflées à Bloc, car le Bloc, ça bloque le gros bon sens! Cher M. Gourde et Pablo Rodriguez de répondre. Vous venez d'entendre un bloc de niaiseries. Bref, on voulait vous faire sourire, mais bon, c'est pas tout à fait rigolo. C'est pas la nouvelle qu'on espérait. Beaucoup de consommateurs inquiets, des économistes qui sont un peu surpris. Ça complique la vie de la Banque du Canada, là, Mario. Oui. En même temps, la Banque du Canada regarde pas ça, regarde pas juste le chiffre. Elle regarde le fin détail du chiffre. Et là, une partie importante, parce que comment c'est calculé l'inflation? On dit que c'est le panier moyen de consommation d'une famille. Et là-dedans, il y a un peu de bouffe, l'épicerie, ça va de soi, il y a un peu de vêtements, un peu de toutes sortes de choses qu'on consomme, un peu d'essence. Mais il y a le logement. Le logement fait partie du fameux panier à partir duquel on calcule l'inflation. Et là, c'est devenu l'augmentation des hypothèques, des loyers, c'est devenu un des facteurs d'inflation. Donc, la Banque du Canada monte les taux d'intérêt pour calmer la demande, pour apaiser l'inflation, mais la montée des taux d'intérêt devient facteur inflationniste. C'est ça. Alors, ça doit s'insérer dans la réflexion de la Banque du Canada. Ceci dit, c'est pas des bonnes nouvelles. On se comprend que ce sont des mauvaises nouvelles. L'inflation, on était rendu là, en bas du 3 on est remonté à 4 C'est pas ce qu'on veut voir, pas du tout. Exactement. Paul, c'est un peu le scorpion qui se mord la queue, là. Oui, mais Mario touche un point important. Il y a un vieux principe, au fond, qu'on applique en médecine. Quand le remède, la hausse des taux d'intérêt, cause ou aggrave la maladie, l'inflation, tu te dois de te poser des questions sur la pertinence d'appliquer ou d'administrer le remède. Donc, c'est un nouvel intrant pour la Banque du Canada, mais on le sent, là, on est sur un fil de fer, on ne sait pas trop de quel côté ça va tomber, mais effectivement, là, tout le monde espérait des perspectives meilleures que celles qui ont été annoncées aujourd'hui. Emmanuel, qu'est-ce que tu as dit, ta boule de cristal? Est-ce qu'on est reparti pour une autre série de hausses du taux directeur? Moi, je pense que la question demeure entière aujourd'hui, quand on voit les commentaires qui ont été mis par un vice-président de la Banque aujourd'hui. On ne ferme pas la porte à continuer à les hausser parce que quand on prend justement cette fameuse formule de l'inflation, même si on enlève les loyers, l'essence, les aliments, là, qui sont les éléments les plus forts de l'inflation, le reste continue à monter aussi. Donc, on n'a pas réussi encore à trouver l'équilibre. Et la pression se fait très, très forte. Puis plus les gouvernements parlent d'aider, bien, plus on craint qu'on ne retombe dans cette boule-là. Moi, je pense qu'une des grandes données que va regarder la Banque, cependant, c'est la proportion d'hypothèques au Canada, pour laquelle les gens, le montant qu'ils payent par mois, ne couvre même pas les frais d'intérêt. Alors, c'est comme si les gens, ils payent leur hypothèque. Puis l'hypothèque, elle continue à augmenter. Et ça, bien, ça nous met directement sur la voie d'une crise hypothécaire. Et donc, c'est un nuage de plus là, sur l'horizon économique. Crise des prêts. On verra ce qui va arriver l'an prochain par rapport à ça. Parlons de nos relations avec l'Inde au lendemain de la sortie de M. Trudeau en Chambre hier, là, qui a provoqué un tremblement de terre dans les capitales. On comprend mieux le contexte de son annonce. Là. On apprend, Emmanuel, que les alliés n'ont pas cru bon marcher dans ses pas, M. Trudeau, là. Non, et que le gouvernement a vraiment déployé des efforts dans les dernières semaines pour essayer de créer une coalition, de solliciter un signal fort là, sur la place publique de la part de l'ensemble de ses alliés, États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et autres, parce que l'ingérence étrangère de l'Inde est de plus en plus forte et elle prend de plus en plus de risques. C'est l'allégation qui vient avec le fait qu'on serait allé jusqu'à assassiner un citoyen canadien en sol canadien. Mais en même temps, on voit un gouvernement canadien complètement isolé pour des raisons géostratégiques. La Grande-Bretagne n'allait pas dénoncer l'Inde quand, objectivement, sa diaspora, ce sont principalement des hindous. Puis on est dans le dernier droit du négo pour un accord de libre-échange. L'Australie vient d'en négocier un accord, on espère. Les États-Unis veulent faire contrepoids à la Chine. Alors, le Canada se retrouve coincé. Paul, est-ce que la réaction de New Delhi était prévisible en même temps? Non, absolument. Dans la riposte diplomatique, c'est quoi? On aurait pu le prédire à l'avance. Mais tout ça rappelle, je me souviens, une parole de Gaulle qui disait, en relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est exactement ce que l'on voit
en ce moment. Et ça nous ramène, au fond, à la décision de M. Trudeau de rendre ça public parce qu'il n'était pas contraint de le faire lui-même, en tout cas, nécessairement. C'est un choix qui a été fait et c'est un choix qui aura beaucoup de conséquences pour le Canada. Et moi, plus les heures passent, là, plus je m'interroge. Hier, là, après le point de presse, après l'annonce en chambre de M. Trudeau, il y a eu un point de presse de Mélanie Joly et Dominique Leblanc. Et est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage qu'eux annoncent toute l'affaire? Laissez ça à 2 ministres. Et lui, M. Trudeau, comme porte-étendard du Canada, le premier ministre du Canada, rester en dehors de ça pour les relations futures avec l'Inde. Tu sais, là, on peut pas être barré. L'Inde et la Chine, là, c'est les 2 géants de la Terre. Le Canada peut pas être barré avec la Chine puis barré avec l'Inde. On a un problème. Et plus les heures passent, plus je me dis, est-ce que c'était sage pour M. Trudeau lui-même là, de cette façon-là, d'aller salir les mains là-dedans? Je suis plus certain. Bon, on va vous entendre maintenant au sujet de cette campagne des conservateurs là, qui a duré le temps des roses, là, les figurants qui n'ont pas beaucoup apprécié les étiquettes qu'on leur a collées dans le front. Vous voyez la réaction de cette dame là, qui a appris qu'elle coupait sur les repas. C'est pas la photo qui nous dérange, c'est les propos que les conservateurs ont mis sur nos visages. On était vraiment sous le choc et très frustrés de ça, là. Oups, Emmanuel? Bien, c'est sûr que c'est gênant pour les conservateurs, mais en même temps, moi, je vois là-dedans là, un message pour tous les gens qui nous écoutent. Avant de vendre les droits de vos photos pour avoir une séance de photo gratis d'un photographe ou pour faire une pièce, là, pensez qu'une fois que vous avez vendu les droits, mais vous ne contrôlez plus l'usage qui sera fait de cette photo-là. Oui, mais il n'y a pas des règles. En plus, Mario est cité dans la publicité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a pris un extrait d'un article de Mario. Absolument, on a vu ça, Mario Dumont. Non, mais... Comment on se sent, Mario? Non, mais pour vrai, c'est cette affaire-là. Cette affaire-là est surtout drôle parce que moi, je m'imagine la personne, tu apparais sur une photo que tu as vendue, tu l'as vendue consciemment pour la publicité, mais tu penses pas que ça va être une publicité politique. Puis là, sur ton front, c'est écrit que t'es plus pas capable de payer ton hypothèque. Fait que là, tes amis t'appellent, disent hey, ça va dessus, je peux-tu t'aider? Et ta nourriture, hein, parce que la dame précisait, écoute, inquiétez-vous pas, là, moi, je réussis à m'alimenter, moi, je mange. J'imaginais Angèle Arsenault qui aurait pu chanter. Il y en a qui font de la politique, moi, je mange. Si on résume. On poursuit la discussion en retour. On va se pencher sur un méga projet avec Masterville en Montérégie qui, très clairement, fait pas l'unanimité. Syndrome du pas dans ma cour, peut-être. On discute. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alors, Alexandre, il y a Elon Musk qui parle beaucoup, qui écrit beaucoup sur X, sur son Twitter, son ancien Twitter, mais là, qui a évoqué une hypothèse qui en a fait réagir plusieurs. Oui, parce qu'il était en train de discuter dans une conversation en ligne quand même avec pas n'importe qui, Benjamin Netanyahou, le premier ministre donc de l'Israël, qui discutaient ensemble au départ. Le but, c'était de parler, entre autres, d'antisémitisme sur la plateforme de X. C'est une espèce de réaction que M. Musk veut avoir pour replacer un peu les pendules à l'heure. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, sur X, anciennement Twitter, la modération là, des contenus pue le fort de ce qui se passe sur place. Il y a des gens qui font des appels. Été, là. Ça l'a jamais été, c'est pire que jamais. Maintenant que M. Musk a licencié au-dessus de 50% du personnel de l'entreprise, il n'y a plus grand monde qui font de la vérification, ce qui fait qu'il y a excessivement là, de haine en ligne qui se dit puis qui se répercute sur Twitter. Mais rapidement, on a commencé à parler justement de de discussion donc éclairée de ce qui pouvait se dire ou pas se dire sur Twitter avec M. Netanyahou. Et de quoi il a fini par parler aussi? Il a fini par énumérer le fait il y a trop, encore une fois, selon lui, de bots, de ces ordinateurs sur Twitter. Des faux comptes qui existent, qui se promènent, qui relayent toutes sortes de désinformations. Mais qui sont pas un être humain, là, qui sont entièrement contrôlés par soit l'intelligence artificielle, soit par un ordinateur là, quelconque. Et donc, a dit M. Musk, mais ce que ça va nous prendrait, c'est un paiement. Un paiement pour le compte de X. Dès que vous êtes là-dessus, ça devient payant. Vous payez quelques dollars, puis comme ça, ça va dissuader les faux comptes, comme ça, les faux bots. Est-ce que ça pourrait dissuader aussi quelques utilisateurs? Oui, peut-être presque tous les utilisateurs, Mario. C'est évidemment ce qu'on a entendu depuis ce temps-là. Là. Les gens réagissent extrêmement fortement, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur même les autres plateformes. On décrit ça de partout. Je l'ai vu parler d'un très petit montant là, que ça pourrait être, mais... Oui, c'est ce qu'il expliquait, parce que en ce moment, si vous voulez vous inscrire au service X Premium, là, par exemple, qui vous donne certains avantages que d'autres comptes n'ont pas, c'est $11 US par mois en ce moment, le tarif qu'il faut payer. Donc, mais mettons $2 par mois, là.
Ouais. À mon avis, tu perdrais la moitié des utilisateurs, peut-être plus. Là. Moi, il me fait payer 50 cents par mois, Mario, je me désinscris. C'est simple comme ça. Honnêtement, c'est une question de principe. Puis je pense que pour les gens, d'être sur un réseau social puis de le payer pour, avec autre chose que c'est donné, bien évidemment, parce qu'on paye tous ultimement quelque part. Ouais, mettre sa carte de crédit dans Twitter, ça va trouver des résistances. Oui, ça risque de trouver pas mal de résistance, mais dans tous les cas, Mario, on fait la nouvelle à peu près à chaque fois que M. Musk dit quelque chose, mais il faut se souvenir que c'est pas la première fois qu'il propose toutes sortes de choses puis qu'il le fait juste pas. Dans ta tête, ça se fera pas. Moi, je suis convaincu que M. Musk ne va jamais faire un paiement comme ça. Déjà qu'il y a assez de difficultés financières puis qu'il y a de la misère avec les annonceurs, s'il commençait à perdre presque tout le monde qui utilise le réseau social, il serait pas plus avancé. Merci, Alexandre. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, on enchaîne notre joute des analystes dans un dernier bloc économie-environnement. Alors, c'est dans l'air depuis un petit moment et ce sera apparemment confirmé la semaine prochaine, le plus gros investissement privé d'histoire au Québec pour une usine de cellules à batterie, la suédoise Northvolt. Mais là, à McMasterville, à Saint-Basile, la résistance citoyenne s'organise, il y a une pétition qui circule. Est-ce qu'on peut aller, Paul, de l'avant sans acceptabilité sociale pour un projet d'une telle ampleur? Acceptabilité sociale, c'est un concept qui est assez flou et vague, tout dépendant. Premièrement, il y a des lois et des règlements municipaux qui existent. Les citoyens ont le droit, s'ils recueillent un minimum de signatures, d'exiger un référendum sur des projets majeurs. La question de fond, maintenant, écoutez, c'est un terrain désaffecté qui appartenait à une entreprise qui fabriquait des armes à l'époque. Donc, et là, la nature a repris un peu ses droits là-dessus, mais le fond du terrain est quelque chose qu'on peut présumer profondément pollué en partant. Les citoyens, là, j'écoutais ceux qui s'y opposent, disent, écoutez, il y aura trop de circulation pendant la construction et ensuite, parce que c'est une usine qui serait immense, mais c'est leur droit le plus strict et c'est la responsabilité des promoteurs, de la compagnie elle-même et du conseil municipal, au fond, d'expliquer aux gens et de les convaincre. Oui. Emmanuel, effectivement, Paul a raison, c'est essentiellement sur le terrain de l'ancienne CIL, mais il y a comme un 25 là, qui est terrain résidentiel, donc il faudra changer de zonage. Mais c'est comme dans tous les grands et les méga-projets. Ça a l'air d'être simple jusqu'à ce qu'il y ait un petit bout compliqué qui vient finalement, qui risque de tout faire dérailler. La réalité, Sophie, c'est que ça a l'air d'un projet incontournable, d'un projet auquel on ne peut pas dire non, mais l'histoire du Québec est parsemée de ces projets-là qui ont été tués par la mobilisation, etc. Je pense que le gouvernement a eu une mise en garde dans cette mobilisation-là de bien faire les choses pour rassurer les gens. Justement parce que, pensez à Énergie Est, au début, c'était supposé être simple, un pipeline, c'était une bonne nouvelle. Oups, il y a eu les belugas. Oups, il y a eu les cours d'eau. GNL Québec, il y en a plein de ces projets-là. Et donc, il va falloir que le gouvernement soit prudent. Ouais, Mario? Pendant des années et des années, même quand mes dernières années en politique, je me souviens, je critiquais toujours, le Québec allait chercher 13-14 des investissements privés au Canada. On allait à peu près chercher la moitié de ce qui devrait être notre part des investissements au Canada. Il y a des raisons très difficiles d'investir au Québec. Puis ça, c'en est une. Pas dans ma cour. La facilité pour les gens à empêcher un projet. Tu vas avoir un projet de milliards de dollars, puis une poignée de gens peuvent le retarder ou le compliquer ou l'empêcher. Alors, c'est peut-être quelque chose auquel il faudra réfléchir un jour. Mais là, on parle d'un projet industriel sur un terrain industriel, ce qui apparaît rien de plus logique. Mais pas besoin d'aller plus... Le maire de Rimouski, là, est pris. On dit qu'il manque de logements. À Rimouski, il manque beaucoup de logements. Le maire de Rimouski veut construire du logement sur des terrains qui sont zonés pour ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Pendant que c'est pas logé, bien, il y a des arbres, puis il y a des sentiers, puis il y a des gens qui vont prendre une marche là. Puis il y a des opposants. On dit on manque de logements, mais partout où il y a des projets résidentiels, tu as des opposants. C'est ça, là, le Québec en 2023. C'est une question de transparence. Parler aux gens, bien informer les résidents. Maintenant, François Legault était à l'ONU aujourd'hui, invité comme chef d'un gouvernement, l'a cité en exemple pour ses efforts sur le plan environnemental, climatique. Le premier ministre qui répète sur toutes les tribunes là, que les changements chez nous passent par l'énergie propre. Or, son ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Fitzgibbon, l'a dit à quelques reprises. Lui, il ne ferme pas la porte à l'énergie nucléaire. Il l'a dit, il l'a répété. Gentil d'eux, il y pense. Il garde une porte ouverte. On sent son intérêt à examiner la question, Emmanuel.
Je pense que pour prendre une expression à la mode, M. Fitzgibbon fait sa job qui est celle de retourner toutes les pierres, comme disent les ministres en ce moment. Ouais. C'est Michael Sebia qui est en train d'évaluer tout ça. Puis objectivement, est-ce qu'on peut vraiment se prononcer sans avoir de chiffres, sans avoir de coûts, sans avoir de données? À un moment donné, si les gouvernements sont responsables, bien, ils sont supposés prendre des décisions basées sur les faits. Moi, je pense que c'est ce que fait M. Fitzgibbon en ce moment. Mais presque au même moment, à New York, François Legault disait, lui, on n'est pas là. Certains, ils voyaient, ils ferment la porte à ça. Est-ce qu'on peut au moins savoir si, techniquement, c'est possible, à un coût raisonnable, de relancer Gentilly? Je pense qu'il faut avoir une réponse à ces deux questions-là. Maintenant, la décision de fond, pas sûr que les Québécois et les Québécois seraient d'accord pour se relancer dans le nucléaire. Dernier mot, Mario? Mais en matière de changement climatique, s'il n'est question que de changement climatique, l'énergie nucléaire est perçue comme une énergie verte parce qu'elle n'émet pas de GES. Ça, on ne va pas l'oublier, là. Tant qu'on ne parle pas des déchets nucléaires. Oui, effectivement. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup à vous trois. À demain. Au revoir. Autrement dit, Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. C'était